Bonjour ou rebonjour tout le monde. Ceci est finalement, j'ai décidé de couper la vidéo en deux, plutôt de tourner deux vidéos carrément, l'une à la suite de l'autre. Ceci est la deuxième partie de la vidéo intitulée 5 whisky pour les fêtes, dont 2 exclusifs pour la France. Je ne sais pas si je vais le rajouter, on va voir. Donc la première partie, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je mettrai un lien à la fin de la vidéo et en dessous. La première partie elle était consacrée plutôt à une réflexion sur 3 problématiques contemporaines concernant le whisky. Et donc je donne mon avis là-dessus, donc ça peut être un peu polémique. Et donc voilà, je vous invite à éventuellement vous exprimer dessus, dans le respect de l'interlocuteur, je l'ai rappelé. Et voilà, et dans cette deuxième partie, je vais plutôt m'attacher aux dégustations. Voilà, parce que voilà, c'était vraiment trop long, je pense, à faire en une seule partie. Je vais peut-être d'ailleurs reproduire ce genre de choses en anglais aussi, on va voir. Je pense que ça peut être intéressant. C'est une espèce d'inversion de ce que fait un célèbre YouTuber. Mais pourquoi pas. Et puis bon, de toute façon, moi je ne m'inspire pas des autres par rapport à ça. Je fais comme je sens les choses. Voilà, donc dans cette deuxième partie, je vais vous proposer de déguster 5 whiskies avec des notes de dégustation en français, et 5 whiskies dont 2 en exclusivité pour le marché français, conçus pour le marché français, en tout cas distribués sur le marché français. Donc je pense que ça vous intéresse en premier chef. Il y a les whiskies sur la table dont je vous ai déjà parlé brièvement, mais dont je vous ai par exemple Kilchoman jamais donné de notes précises. Donc je pense que c'est le bon moment. Il y a des whiskies qui sont sur la table qui ne sont pas exactement ceux qu'on va déguster parce que je n'ai pu avoir que des samples et que j'ai fait le choix, que j'assume aussi, de ne pas les acheter en tout cas. Pour l'instant, peut-être j'en achèterai les versions ultérieures qui ne seront pas issues des mêmes fûts, mais au niveau qualité, pas qualité-prix, mais au niveau budget, j'ai trouvé que c'était quand même assez violent et j'ai préféré privilégier cette année des whiskies dont le coût était inférieur à 100 €, voire inférieur à 70 pour la plupart. Donc j'aurai l'occasion de reparler de cette question du coût. Enfin, j'en ai parlé un peu dans l'autre, dans la première partie. Mais voilà, j'ai hésité. C'était aussi bon, je vais y revenir. C'est notamment sur le dernier whisky. Mais la question se pose sur d'autres aussi. Alors, on va commencer. Assez de blabla, comme je le disais, on va commencer par quelque chose avec lequel j'ai un rapport un peu spécial, puisque j'ai connu les producteurs de cette nouvelle distillerie écossaise, née en 2017. J'ai connu les producteurs, les propriétaires, mais bon, qui ont la main aussi sur la production de cette distillerie en 2002. Lorsque j'ai fait mon premier voyage chez Glenmorangie, et à l'époque il s'occupait de l'intendance, de la partie restauration, etc. dans cette Cat Ball House, pension 5 étoiles, si j'ose dire. Pension, c'est ni pension ni hôtel, c'est très spécial, c'est difficile à décrire. Dirons-nous auberge, peut-être auberge privatisable, enfin. Voilà, donc c'était des gagnants à un concours. Oui, ça fait 2 fois dans ma vie que j'ai gagné des concours pour aller en Écosse, donc je suis content. 2 fois en 16 ans, c'est pas mal. Premier voyage, 2 jours, week-end prolongé, on va dire, pour Glenmorangie. Et deuxième voyage, 4 jours. En 2018, et tout le reportage sur 2018 est en ligne, et quelques aspects sur 2002 sont en ligne aussi. Et vous voyez aussi, j'en profite de faire un peu de pub pour mon site de peintre qui a très peu, qui est mal référencé, qui a très peu de... Il y a des photos de mes œuvres concernant le whisky dans la section art et whisky du site de peintre qui est à mon prénom et mon nom. Vous aurez le lien en description dans la vidéo, comme d'habitude. Lindors Abbey Distillery, donc il y a une distillerie des basses terres d'Écosse qui sont voilà,
Voilà, c'est là. Et en plus, là où c'est un peu noir, on est Édimbourg. Si on remonte un peu, genre 30-50 km, on est dans le comté de Fife. Et donc c'est là où est située la distillerie Lindor Abbey Distillery. Très très vite, j'y reviendrai parce que là je vous donne mes premières impressions sur mes deux acquisitions, mais j'y reviendrai. C'est un projet de 20 ans effectivement par la famille Mackenzie Smith parce qu'ils ont découvert qu'ils ils possédaient la terre où sont situées les ruines de celle qui est considérée par nombreux historiens, pas tous, comme la plus ancienne distillerie écossaise, d'où le nom ici en lettres, en caractères, en chiffres romains, 1494, qui est la première trace, bien que l'abbaye remonte à 1191 environ. La première trace de fabrication d'eau de vie Ushkebeata, pour certains, l'eau de vie, littéralement, whisky, c'est ça, hein, le nom était déformé, Ushkebo whisky, c'est devenu, répertorié par les registres des impôts, c'est toujours la même histoire, hein, ils savent tout, même dans le temps, et donc en 1494, on retrouve trace d'une vente d'environ 500 kilos, donc ils appellent ça des balls, 8 balls of malt, 500 kilos de malt, donc sous-entendu d'orge maltais, mais ça aurait pu être du blé, honnêtement, hein. On fabrique du whisky aussi avec du blé, ce qui, d'après la distillerie, aurait produit 400 bouteilles de whisky à l'époque. Donc dans la ville de Newburgh, entre Perth et Édimbourg, et donc pas loin du golfe de Saint-Andrew, où il y a aussi une autre distillerie, Kingsbarn, dont je vous reparlerai aussi. Donc le roi King James IV commande, veut que l'on fasse de l'aquavité, Ushkebo c'est le nom gaélique, de l'aquavité eau de vie, donc du whisky à partir de 8 balles de malt, 8 balles de malt. Les balles en fait. On voit ça sur les exploitations agricoles, c'est quand toutes les céréales sont compactées, voilà, pour faire des sortes d'énormes boules qu'on peut transporter. Bref. Voilà, donc tout ça a donné lieu à un gros projet qui a en partie gardé les ruines autour et qui a fait une partie muséale que j'ai vue. Alors, je ne vous montrerai pas ça cette fois-ci, mais il y a plein de photos sur mon site, je vous mettrai un lien sur mon voyage là-bas, et donc ils ont reconstruit l'abbaye telle qu'ils ont retrouvé des plans à peu près comme elle était censée être, des plans, des enluminures, etc. Des enluminures, des gravures, pardon. Et ils ont fait une partie muséale et une partie bien sûr beaucoup plus moderne, distillerie. Et donc moi j'ai eu l'occasion de goûter le New Make, distillat pur tel qu'il sort de l'alambic, ou également parfois on le nomme très poétiquement blanche de Malte. Je trouve ça très joli, même plus joli que distillat pur ou New Make. Alors Poachin et White Dog c'est un peu différent, parce que visiblement dans White Dog et Poachin on peut rajouter des additifs, mais bon. En tout cas, voilà, je ne vais pas être trop long sur la distillerie. Juste vous dire que... Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a 3 alambics. Où est-ce que c'est? Je crois que c'est 2 wash steel et 1 pot steel. Le wash, c'est pour le brassage, c'est ce qui sort du brassage. Et le spirit steel, c'est ce qui va transformer ce qui est issu du premier distillat en alcool pur et à plus haut degré que le premier. On est dans les 20-30 en général pour le premier, on arrive à environ 80 pour le deuxième, et ensuite on réduit le whisky avec l'eau déminéralisée pour arriver à des volumes comme 46 ici. Voilà. Voilà, on était à 150 000 litres annoncés comme capacité de production annuelle, avec 753 fûts en 2018 quand j'y étais, et maintenant on en est à 225 000, ça a été accru.
la production, avec 18 types, c'est ce que j'ai recensé. Donc je vous donne quelques infos exclusives ici. 18 types de fûts différents qui sont exploités qui sont contenus dans les entrepôts pour produire des choses qui parfois sont expérimentées pour plus tard. Bon, c'est un peu logique, mais qui ne sont pas annoncées forcément dans la presse tout de suite, c'est ça que je veux dire. Voilà, j'ai vu notamment des fûts d'Ardbeg, et oui, donc il laisse augurer de certaines choses pour plus tard, en version tourbée, qui pour l'instant n'est pas dans le commerce. Alors, sauf si vous faites partie du club, il y a un club, quand vous achetez une bouteille, où vous faites une souscription mineure comme j'ai faite au départ, là, avant d'y aller, vous faites partie du club de préservation des ressources naturelles locales, et la faune et de la flore, notamment les abeilles. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites par la distillerie en liaison avec voilà, l'agriculture locale. Voilà, il y a une version de souscription à plus de 500 livres. Je ne sais pas si elle est encore court, mais c'était pour les premiers, les personnes qui en premier ont soutenu financièrement de manière conséquente la distillerie. Bref. C'est une très belle distillerie, je ne vous le cache pas. La bouteille est très belle aussi. Leur premier produit, et voilà, je l'ai oublié, c'est pas grave. J'oublie toujours des trucs. Ça s'arrange pas. Mais vous l'avez en photo si vous me suivez sur Instagram. Et vous l'aurez dans le reportage en lien. La première chose qu'ils ont sorti en 2018, ce fut donc une blanche de Malte, un distillat pur qui était vieilli entre 6 mois et 1 an seulement, donc il n'avait pas le droit à l'appellation whisky, mais il faut 3 ans minimum, je le rappelle. Et donc il était conçu également comme un hommage au whisky tel qu'il l'était au XVe siècle. Et au XVe siècle, il faut savoir que les whiskies, déjà les whiskies n'étaient pas mis en bouteille, je ne sais pas si vous savez ça, avant 1860 environ, en Écosse, comme certainement ailleurs, pour les pays qui en avaient. La bouteille arrive avec l'industrie du vin qui se modernise, et ce sont des bouteilles de vin qui sont utilisées, opaques, vertes, plus ou moins opaques, je veux dire, vertes, brunes, etc. La bouteille transparente viendra plus tard. Et donc les whiskies étaient vendus en fût, et les whiskies à l'époque, quand ils étaient vieillis, comme aux États-Unis, hein, au début les whiskies n'étaient pas vieillis du tout, quoi. Ils étaient vendus comme ça, en vrac. Ils étaient aromatisés pour leur faire passer la puissance alcoolique. Ils étaient aromatisés, et donc ils étaient aromatisés avec des herbes, des plantes, des épices locales. Et c'est ce qu'a fait Lindor, ce qu'a essayé de reproduire pour la version dite aquavité. Voilà. Et est-ce qu'il faut que je la montre? Oui, quand même, ce serait pas mal. Je vais poser 2 secondes. Voilà, je vais quand même vous la montrer. Celle-ci est opaque, donc petit hommage aussi à tout ce qui est médicinal, apothicaire, les flacons de pharmacie. Donc elle est signée, oui, par les producteurs, et je me demande même si elle n'est pas signée par Gary, le distillery manager, parce qu'en fait ils me connaissaient d'avant, et voilà, et donc c'est un petit remerciement de leur part, voilà, de m'avoir signé cette bouteille, qui, oui, je le précise, j'en avais acheté une avant, mais elle m'a été offerte. Et donc, bon, j'en reparlerai à l'occasion. C'est toujours en vente, ce genre de choses. Mais ce n'est pas du whisky, parce que ça n'a pas 3 ans. Voilà. Et aussi parce que c'est aromatisé, ce qui est interdit par la législation européenne / écossaise. Pour revenir à celui-ci, alors, je voulais évoquer un sujet, ça va être très compliqué, parce qu'il y a déjà 14 minutes sans dégustation. Grosso modo, j'y reviendrai. C'est un sujet de polémique également, qui est rarement, je dois dire, et ça me choque un peu, il est évoqué, mais il est rarement évoqué dans la continuité et la suite d'un phénomène qui est apparu dans le vin il y a quelques décennies. Et avant d'aller là-dessus, très brièvement,
Le Lindor Abbey Distillery Core Range en anglais, gamme régulière en français, donc c'est un produit permanent. Même si on aurait à 40 000, 50 000 bouteilles maximum, c'est quand même une édition limitée, mais c'est une petite distillerie. Voilà. Cette distillerie, tout comme une dizaine, vingtaine, trentaine d'autres, je ne sais même pas tellement il y en a maintenant, ont fait un parti pris. Alors certains des fûts qui ont été mis à disposition, et moi j'ai pu goûter à 1 ou 2 ans d'âge des choses vieillies en fût uniquement de Bourbon. Cette distillerie comme d'autres, en tout cas pour cette version-là de leur whisky, met en œuvre une technique que moi je considère comme étant de la technologie du bois, wood technology, qui a été conseillée pour toutes les jeunes distilleries à une certaine époque et encore maintenant, une technique qui permet de, en théorie, je dis bien en théorie, faire valoir le distillat dans un temps raccourci, en accélérant artificiellement le vieillissement par l'utilisation de fûts de vin rouge notamment. En général c'est ça, STR. Shaved, Toasted and Recharred, ça veut dire en français. Maintenant je cherche le français, c'est dingue quoi. Shaved. Et ça y est, j'oublie le français. C'est pas poncé, c'est voilà, on enlève une partie, on racle une partie du fût qui a déjà été utilisé. Ensuite, on le toast, on le brûle légèrement. Et ensuite, on lui applique un traitement par le feu, toujours beaucoup plus puissant, qui est le charring, qui est le brûlage intense, ou le bousinage, si vous voulez, en français. Et il y a des degrés, il y a 4 à 6 degrés, grosso modo, de brûlage. Suivant le degré, vous allez extraire davantage de vanilline, mais vous aurez aussi d'autres composants du bois qu'on ne veut pas forcément. Il peut y avoir de la fumée issue de ça qui ne vient pas de la tourbe. Wood smoke, comme on dit. C'est une technique courante chez certaines distilleries. Elle est courante chez les distilleries américaines, le brûlage intensif. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le droit à l'utilisation du fût usagé. Elles n'ont droit qu'à utiliser des fûts neufs. Et ensuite, elles les envoient en Écosse, par exemple. Et donc, les fûts neufs, si vous ne le traitez pas du tout, ça va être le sujet du prochain whisky, d'ailleurs. Si vous ne traitez pas votre fût du tout, vous allez avoir un boisé monstrueux, quoi, intense. Ça va être très, très compliqué à boire. À moins que vous ayez envie de boire du Ikea, quoi, par exemple. Des meubles quoi, en bois, enfin du bois sec, du bois pur, ce que j'ai pas du tout envie, ce dont j'ai pas envie. Bref, la personne qui a inventé ça est le docteur Jim Swan, de son nom complet James Neddon Swan, qui est décédé d'ailleurs en 2017 à l'âge de 75 ans. C'est un scientifique, un diplômé de chimiste de l'université Heriot, qui a un master Brewing and Distilling en brassage et distillation. Donc, c'est l'université d'Édimbourg. Il a aussi d'autres qualifications. Donc, c'est un expert dans ce domaine de technologie du bois. Il a conseillé, alors je ne les ai pas toutes, et puis ce serait trop long, mais non seulement Lindor Abbey Distillery, mais Kavalan, Penderyn, Milk and Honey, ou MEH en Israël, Kilchoman, dont on va parler, Cotswold, Dublin Distillery Company, et ce que vous voyez derrière moi, nouvelle acquisition, en cours d'attente j'allais dire des contaminations, non, mais voilà, ça a été touché, donc voilà, j'attends quelques jours. Fillet Bay, qui est le nom de la marque, et The Spirit of Yorkshire, qui est le nom de la distillerie en Angleterre, très intéressante aussi. Voilà, donc cette personne, elle a conseillé ces distilleries pour qu'elles puissent sortir un whisky qui soit buvable, joli, fruité, doux et rond, mais ce faisant modifiant le profil du whisky avant qu'il soit âgé de 5, 8 ou 10 ans. Donc dès 3 ou 4 ans d'âge. Donc moi j'appelle ça la swanisation ou la technologie du bois.
par analogie bien sûr à la parkérisation. Alors parkérisation, j'ai découvert en me rafraîchissant la mémoire que c'est aussi... alors il y a deux termes, et il y a un terme qui ne concerne pas du tout le monde du vin et des spiritueux, mais qui concerne la chimie, et c'est l'équivalent de la phosphatisation. Et donc ça, c'est pas du tout de ça dont on parle, mais de la parkérisation par allusion à Robert Parker, qui était un critique autodidacte de vin très connu, qui est né en 1947, et qui, lui, en 1978, a commencé à produire des articles dans lesquels il parlait de ses vins préférés. Et pourquoi parkérisation, ce néologisme? Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il donnait les meilleures notes à un certain type de profil de vin, souvent des vins de Bordeaux. Et en fait, au bout d'un moment, les producteurs ont voulu absolument avoir sa distinction dans le guide Parker, leur distinction dans le guide Parker, et ont tout fait pour essayer d'obtenir les goûts, les notes de dégustation que Parker donnait. Et donc, pour ce faire, ils ont changé les méthodes de vinification pour développer ce qu'on appelle les arômes primaires, la couleur, une belle couleur rouge, les tanins et un côté facile à boire et standardisé, avec une exploitation éhontée de certaines parcelles, une industrialisation forcenée, etc. Méthodes qui ont été appliquées aux États-Unis et en Californie. Et donc les années 80 verront un boom de ça. C'est très bien expliqué dans le documentaire Mondovino. Certains n'aiment pas, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant. Documentaire qui a fait sensation puisqu'il dénonçait un peu cette méthode. Robert Parker n'est pas un critique français, mais alors j'ai oublié son nom, Michel quelque chose. Il y a un spécialiste du vin français qui a été embauché dans beaucoup de distilleries du Bordelais, sachant que la Bourgogne, par exemple, tous les producteurs ont refusé d'avoir recours à ces méthodes. Et donc dans le Bordelais, pas tous, mais beaucoup, ont utilisé les services de cette personne qui essayait de standardiser les goûts par la micro-oxygénation notamment. Et donc, pourquoi je fais cette analogie? Parce que cette soinisation ou de technologie tend à produire, à mon avis, quelque chose d'uniformisé et d'artificiellement vieilli en rajoutant des goûts qui ne sont pas ceux du distillat au départ. Alors, parfois, quand c'est bien utilisé, mesuré, par exemple, ici, ce n'est que l'un des 3 composants qu'on nomme Estier, Wine, Barrique. Les autres sont Bourbon et Sherry, qui sont des vieillissements plus traditionnels. Si c'est bien utilisé comme ici ou dans le Cotswold signature, ça peut être très bien. Par contre, si c'est massivement utilisé, on peut passer d'une distillerie à une autre sans savoir à quoi on a affaire, ni la reconnaître. Donc voilà. Bon, maintenant, j'ai été encore très long. Alors, on va passer... Donc, ce sont des premières impressions, parce que la bouteille a été ouverte hier, et je me suis resservi plusieurs fois, ce qui vous donne déjà une indication. Alors, les jambes ou l'arme ne durent pas très longtemps, mais elles s'accrochent un peu quand même, parce qu'il y a une jolie filtration douce, et non un froid. Au passage, c'est ni coloré, ni filtré à froid. Donc, filtration douce, c'est au-dessus de 0, et souvent au-dessus de 10, on va dire. Et là, vous voyez que c'est... Voilà, même si c'est 3 ans d'âge, c'est 46, c'est pas 40. Tout de suite, on a des indications de qualité, rien qu'au visuel. Une belle robe, on va dire, à miel d'acacia. Le nez charmant. Alors, il y a quelque chose, pour avoir goûté le distillat pur, le blanche de Malte, et le vieillissement sur 2 échantillons de fûts lors d'une dégustation groupée sur Zoom il y a longtemps. Il y a quelque chose qui est caractéristique de la distillerie, qui est une jolie richesse un peu pâtissière, qui mêle les agrumes à une note de sucre glace, presque de crème pâtissière, qui est très très séduisante chez Lindor. Et là on la retrouve,
tout en ayant des petites notes de fruits rouges et des petites notes un peu confites qui viennent à mon avis du STR et du sherry. Et c'est intéressant. Sur le papier, j'avais très peur pour ça et encore plus pour l'autre. Et pour celle-ci, déjà, c'est un très joli nez. Alors bon, j'ai commencé à noter, mais je ne vais pas forcément vous donner de notes chiffrées aujourd'hui. Je ne suis pas trop pour cette politique quand il s'agit de première dégustation. Voilà, donc j'ai de belles notes florales, des belles notes d'agrumes et d'épices douces, mais tout est modéré, les fruits sont plutôt confits et avec un glaçage dessus. Voilà, un très léger boisé, c'est à peine perceptible, ça l'est beaucoup plus dans l'autre, mais il y a des raisons pour ça. Donc, voilà, donc un très joli nez, très équilibré, ça a été ma grande surprise. Je m'attendais à une domination des fûts de vin, même modifiée, bah, pas du tout. En bouche, santé. On retrouve cette belle note de sucre vanillé, mais pas saturé, c'est pas du sucre blanc, comme par exemple je ressens dans mon Hélas. Je ressens quasiment le même taux de sucre que dans un Coca-Cola normal, que je ne peux plus boire, je ne peux plus boire que le zéro. Plantation Guyane 2005, je sens le sucre blanc à fond, quoi. Là, j'ai pas du tout cette sensation. C'est plutôt le sucre glace, le glaçage de millefeuille, on va dire, et ce côté ouais, pâtissier, j'ai pas d'autres mots, hein. Millefeuille un peu, pas vraiment de notes d'amande, mais on n'est pas loin. C'est vraiment joli, c'est très complexe, on peut pas vraiment tout détailler, mais belle harmonie entre notes florales, fruitées, plutôt agrumes, fruits confits, quelques fruits secs, très vague note, mais pas vineuse, mais de rondeur de fruits rouges, vraiment en fond, c'est vraiment... je pensais à des canneberges, des choses comme ça, c'est vraiment très ténu. Je vais mettre un tout petit peu d'eau, mais pas trop, parce que en fait, je vais revenir en arrière après avoir testé le suivant pour comparer, qui est aussi un Lindor. Voilà. Belle souplesse en bouche, belle mâche, très fluide. J'ai pas parlé de la viscosité, je dirais 2 sur 5. Il y a du gras, il n'y en a pas trop. On a vraiment une jolie sensation en bouche, très très vaguement picotante à la fin, il y a quelques épices douces. Mais vraiment c'est très joli, c'est la belle surprise. Je comprends pourquoi le vendeur me dit que ça se vend comme des petits pains. Alors voici une vue, vous verrez sur le site, ça c'est une photo à moi de la salle des Alambics. Alors sur cette photo on voit pas trop, mais à droite il y a le mur de pierre d'origine de l'abbaye de 1494. Là c'est des alambics flambant neufs, avec une belle vue, on entreaperçoit seulement. Et puis j'ai mis un résumé en anglais de l'histoire de la distillerie, tel que vous pouvez le trouver en français aussi sur mon site. Donc voilà pour la première version que je souhaitais partager avec vous, encore une fois en exclusivité pour la France. J'en ai très peu, quasiment pas parlé en anglais. J'ai pas encore fait mes vidéos, d'ailleurs même sur Glencadam 10, je crois que je l'ai pas fait encore, si je me trompe pas, parce que je prépare un Glencadam 10, 13 ans, 21, 25 ans, et 2 autres versions je crois. Alors cette version est une version spéciale pour la France. C'est pas marqué dessus, mais je le sais parce que je suis en contact avec eux et avec les distributeurs qui le vendent. Alors là c'est un fût unique, et comme je manquais d'informations et que ça n'a pas fonctionné au niveau du QR code, vous voyez comme quoi ça marche pas à tous les coups. Si le numéro de l'eau c'est L2159, mais c'est un fût unique.
Alors, c'est un peu la transparence à ses limites. J'ai mis toutes les infos que j'ai pu avoir sur le tube et une jolie photo de l'abbaye Thiron-Gardé. Pourquoi Thiron-Gardé d'ailleurs? Allons-y directement parce que l'abbaye de Thiron-Gardé et la ville de Thiron-Gardé sont en lien étroit avec la distillerie. Les Tironiens, les moines tironiens qui ont fondé l'abbaye de Lindor viennent de cette abbaye. Et donc, du coup, symboliquement, cette version est un cas très spécial de vieillissement en fût de chêne français, non pas du Limousin ou du Tronchet, mais pour une fois du Perche, donc en provenance moins d'1 kilomètre, je cite le producteur, de cette abbaye et du lieu historique. Il y a aussi un autre... il y a des choses très importantes qui ont été faites récemment, notamment par Stéphane Bern, d'un ancien domaine militaire qui a été superbement restauré. Donc c'est, voilà, The Old Alliance, elle se voit ici, entre Écossais et Français. Et donc il y a aussi, alors il faut que je cite le partenaire tonnelier Nao. Pourquoi il faut que je le cite? Parce que il s'est lié, cette opération est liée aussi à un problème de replantation des chênes utilisés pour la création de ces fûts. Alors il y a plusieurs fûts avec plusieurs brûlages différents. Là c'est le fût 18234, référence L2159. C'est du chêne vierge, French Virgin Oak pour les anglophiles. Un fût de 250 litres. Et aussi ce que vous n'aurez aucune, nulle part ailleurs pour l'instant, comme info, c'est celle que j'ai demandé à Gary Haggart, le Distillery Manager, le directeur de la partie distillerie, à savoir que c'est ce qui m'inquiétait, c'est si le fût était sans aucun traitement ou un traitement ultra léger. Donc on est en medium char, on est en chauffe moyenne, en brûlage moyen du fût. Alors j'ai pas le numéro, mais j'imagine que c'est numéro 3, je peux me tromper, 2 ou 3. Et le nombre de bouteilles est 408, et donc c'est non filtré, non coloré. Et ben on va le déguster. Oui, j'ai oublié de dire, voilà, là vous avez toutes les infos. J'ai mis en anglais par habitude. Donc mis en fût le 13/4/2018 et mis en bouteille le 19/5/2022. Alors l'info importante, un peu perturbante que j'ai eue aussi directement, c'est que normalement c'était un fût qui a été donc embouteillé, c'est pas très clair, mais à mon avis, il y a eu une cuvée privée à 62,7, puisque c'est le nombre qu'on m'a donné, à partir de 18-234, sauf qu'il y avait un 0 entre les deux, 180-234. Je pense que c'est le même fût quand même, sauf qu'il y a 408 bouteilles. Il y a eu plusieurs fûts à mon avis, mais pour la France, c'est un fût à 50 degrés. Ce n'est pas un fût à 62,7. Donc je veux bien que ce soit le même fût, mais voilà, il faudra qu'on m'explique. À mon avis, il y a un tirage plus restreint brut de fût pour les membres. Je peux me tromper, mais c'est une supposition, ce n'est pas une information. Par contre, l'information que je vous donne, exclusive, c'est que c'était à 62,7. Et là, ça arrive à 50. Ça ne me dérange pas, puisque dans cette version où le bois est très important, je préfère que ce soit pas trop fort en alcool, parce que ça serait pire, à mon avis. Donc maintenant, je ne vais pas non plus vous laisser entendre que c'est pas bon. Je vais le déguster maintenant que je l'ai dégusté déjà une fois, en espérant qu'il se soit un peu ouvert. Encore une fois, ce ne sont que mes premières impressions. Donc voilà, là on est sur aussi une forte viscosité. Les larmes tiennent, on voit pas trop, mais tiennent pas mal à la paroi du verre. Elles descendent relativement vite. On est sur un 4 ans. Pour l'autre, on était probablement aussi sur un 3 à 4 ans. Le premier né, le boisé, bien sûr, assez puissant, mais en trame de fond, voire second plan, on a tout de suite le caractère de la distillerie, ce qui me rassure. Alors c'est sûr, le bois domine, donc on a des choses plutôt chaudes au niveau... c'est pas du cuir, mais... comment on pourrait dire, une brioche qui est restée un petit peu longtemps au four.
Euh, un cake aux fruits secs qui sort à peine du four, des choses comme ça. Il y a un côté boulanger plus que vraiment pâtissier peut-être, et encore, ça se discute. Voilà, on a un joli bois qui n'est pas un bois de chêne classique, on sent une différence. Voilà, allez, on va déguster. C'est bien, il s'est ouvert par rapport à hier. Hier, j'avais un peu trop de bois. Là, ça semble s'équilibrer. Petit à petit, c'est encourageant. Parce que donc on a une trame de bois charpenté plus importante que l'autre. Mais derrière, on va dire, si on avait... je fais jamais ça, mais... je vais dire 60% bois, 40% caractère de la distillerie. Peut-être, je ne sais pas si c'est un peu hasardeux. Et là, ça remonte à un 60-40 peut-être, ou un 50-50. Je demande l'avis du public pour ceux qui l'ont goûté. Oh, petite blague en passant. Bon, je peux appeler un ami, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce whisky n'a pas encore été chroniqué en vidéo. Quasiment pas. J'ai lu qu'une critique à l'étranger. Donc c'est doublement exclusif. Voilà, donc effectivement, même au nez, on sent ce trame de bois, pas vraiment neuf, mais ce bois travaillé qui est encore là. Avec ce côté chaleureux, un peu Noël, justement. Pas vraiment des fameuses épices cannelle, girofle, muscade. On est encore sur autre chose. Vraiment, c'est le bois, le chêne, quoi. Allez, on y retourne avant de... Alors voilà, ça dépend des gorgées. Le bois parfois revient un peu plus. Là, on est à 70-30 en faveur du bois. Donc c'est borderline. C'est limite pour moi, mais il y a quelque chose de chaleureux et de structurant dans ce chêne qui fait que c'est quand même acceptable, voire intéressant. Alors, je dirais pas riche comme le caviste qui me l'a gentiment vendu, mais qui m'a gardé une bouteille, parce qu'il n'y en a eu que 3 dans certaines caves. 408 bouteilles, mais il y en a l'allocation est très faible suivant les caves. Bien sûr, on peut en recommander, mais jusqu'à quand? Alors, je vais terminer la dégustation et puis je vous parlerai des prix parce que j'en parle pas toujours. J'oublie. Alors là, on revoit le sucre glace. Alors, je vais rajouter un peu d'eau, puis je vais comparer avec l'autre édition qui est quand même assez différente. Plus de variété de... Vous voyez, je rajoute de l'eau, vous le voyez pas, mais ça se trouble un peu. Donc, vraiment le signe de la filtration douce. Pardon. Dans cette gorgée, ça s'équilibre. Il y a un petit surgissement d'épices à la fin. Je dirais entre poivre et piment d'Espelette, c'est un peu doux. C'est pas un poivre noir agressif ou du piment, mais c'est très joli. Donc je valide, mais d'ailleurs il va falloir que je remonte la note. Vous voyez, c'est en direct. Non, je vais poser pour gagner du temps. Ok, donc je ne donne pas mes notes chiffrées tout de suite, vous m'excusez parce que je ne suis pas sûr et certain. C'est trop tôt. Donc je vais revenir très vite à l'autre. Ouais, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus consensuel, beaucoup plus facile à boire, très très sympa. Plus de caractère, plus de boisé. On sent quand même une part de bois neuf, même s'il est
travailler, j'aurais aimé voir une version mixte en fait. C'est-à-dire, j'ai fait le test hier, je vais pas le faire maintenant. Ça va être une vidéo déjà longue. Moi, j'aurais fait peut-être 2 fûts de bourbon de premier remplissage, faire rentrer un peu dans mon mental d'assembleur. Peut-être 2 fûts de premier remplissage de bourbon, un refill bourbon ou refill sherry, peut-être, ça serait mieux, même, ou STR, ou 2, et un seul de ça. Pour garder, pour mettre une petite empreinte, mais c'est compliqué, c'est pas évident. Je tire mon chapeau quand même à Gary Haggard, c'est pas facile. Donc voilà, mes premières impressions exclusives, tout point de vue, je pense, de ce whisky. Je vais me prendre un peu. Ensuite, alors, ce n'est pas ce Glenarmor là, donc je vais me tourner un peu comme ça, volontairement. Et en plus, c'est même pas le titrage. Ça, c'est emmerdant. Voilà. Je vais mettre. Et le packaging a changé. Mais donc, je vais déguster pour vous. Ça vient de Whisky Life Paris. Donc, le Cognac Cask Double Maturation 2022. 52% d'alcool par volume. Et alors là, il s'agit d'une version limitée à 514 bouteilles. 6 ans en fût de bourbon et 1 an en fût de cognac. Et l'orge utilisée est une des orges, j'en reparlerai. Il y a tellement de choses à évoquer, j'en reparlerai. Il y a un gros travail sur l'orge qui est fait actuellement par certaines distilleries. Pour retrouver des variétés anciennes, etc. Marie Sauter Barley est une des variétés anciennes que je trouve très intéressante. J'en ai une autre version de chez Glenarmor. Il faudrait que je la compare si jamais j'achète quand même celle-ci un jour, ou une autre version parce que ça va être vite épuisé. Et 1 an en fût de cognac. Alors on sait pas, je sais plus si on sait lequel. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je regarde, je vérifie quand même vite fait sur mes notes. Ça va être encore une très très longue vidéo, c'est la folie. Pourquoi je ne peux pas faire... Alors quelqu'un... 130 €, c'est pas possible quand même. 120, 130. Pour ça que j'ai pas... Voilà, Cognac Perra. Le Perra ou Perra. C'est... comme ça vous avez une info exclusive. Que j'ai jamais goûté leur cognac, donc je peux pas dire. Voilà. Il n'y a pas d'âge, on est très probablement sur entre 3, 4 et 7 ans, peut-être un mix de tout ça. Là, c'est un on ne sait pas, oui. Si c'est un fût unique, je suis pas sûr. Alors, il y a un côté très raffiné au sens manufacturé. C'est très difficile à décrire. C'est l'orge avec un côté très pur, très net, et un côté légèrement austère, un peu terreux, typique de la Marie Sauter Barley, mais qui pour certaines versions peut exalter un côté caramélisé. Je pense notamment, je ne l'ai pas sorti, mais à mon Glenmorangie Tussel, une petite merveille, Private Edition, qui est beaucoup plus gourmand que ça. Mais c'est pas le même type de fût. Donc un nez discret mais très joli. On va aller en bouche. C'est très joli. Il y a un très très léger caractère fermier. Et très vite on est sur l'orge, on est sur le foin, les agrumes, mais très discret. Alors j'ai perdu, alors je sais plus ce que j'en ai fait, j'espère que j'ai retrouvé mes notes personnelles détaillées comme vous voyez ici. Je n'ai que le compte rendu en anglais que j'ai fait de notes succinctes. Donc We First Fill Bourbon, fût de premier remplissage, beaucoup d'ester, mais une variété délicate d'orge
qui donne une note céréalière plus forte que dans les versions classiques. Oui, c'est ça. Des notes d'épices douces aussi également. À 80%, pardon, en orge, pardon, Marie Sauter Barley. On n'a pas l'autre type d'orge, mais donc c'est pas du 100%. Voilà, je vais mettre un petit peu d'eau. C'est une version très sympa, mais qui venait à, je crois, sans me tromper, 120, 130 euros, 120 euros. Quand vous l'achetez à la distillerie, voire ailleurs. Et l'autre version que j'ai pas acheté non plus, qui est superbe, hein, les deux sont très jolis. 129, je crois. Donc bon, pour un whisky aussi jeune, je suis allé même un peu plus loin pour le High Coast 8 ans. Sous le coup de la masterclass de l'émotion, je ne l'aurais certainement pas fait en dehors de ce contexte. Je ne le regrette pas, c'est un très joli whisky. C'est très joli, ça manque un peu. Alors il y a séduction typique de Glenarmor avec ce côté un peu salin, un peu marin, mais sans plus, vraiment très très discret. Et puis cette orge qui est exaltée. Je vais vous choquer, mais avec un manque de profondeur et de complexité qui est probablement due à l'âge qui est encore jeune, on n'est pas si loin que ça du Springbank 10 ans, du début des années 2000 quand il n'était pas tourbé. Et qu'il y avait un mix de fût de Bourbon et de rhum. Just saying. Donc c'est quand même du lourd, mais c'est le rapport qualité-prix pour moi qui pêche. C'est la plupart des versions de base comme celle-ci, on est déjà à 70-80 euros. C'est déjà beaucoup, mais comme c'est ultra artisanal et toute petite distillerie, ça passe. Mais à plus de 100 euros, même si l'ABV, le pourcentage d'alcool est plus fort, je fais un peu la gueule quand même. Pour les prix. Je suis désolé, j'adore, c'est ma distillerie française préférée. Ensuite, alors je rabâche ça un peu à tout le monde, je suis désolé, en anglais et en français. C'est mon coup de cœur de l'année côté whisky vraiment abordable, entre 38 et 45 euros en grande surface, pas partout, mais en tout cas, chez certaines enseignes commençant par un L et un A, on m'a dit. Une version que pour la France, bordel, profitez-en. Pardon d'être un peu... Écoutez, maintenant, c'est mon deuxième lot. Je vais vous dire tout de suite, on est sur le lot du 17 mis en bouteille, le 17-2-21. C'est le lot 21/21. J'ai eu un lot de, je crois que c'était le 8-3-20 de 2020, et était sublime. Ça, c'est exactement le même topo. Vous voyez où j'en suis, je l'ai beaucoup partagé, j'ai beaucoup fait d'échantillons, notamment auprès de la communauté anglo-saxonne, et je l'ai fait goûter à des amis français aussi. C'est un gros coup de cœur, c'est un mix de fût de Bourbon et sherry, 46 degrés, non filtré à froid, non coloré comme d'habitude. C'est pas très vieux, à mon avis, pas plus de 4-5 ans, mais le distillat est tellement bon et tellement bien mis en valeur ici, que c'est un coup de cœur, et franchement, ce serait vraiment dommage de... Ils m'ont pas payé, j'ai acheté mes bouteilles moi-même, mais ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. J'en ai mis très peu parce que j'en ai déjà parlé beaucoup, et je fais attention côté alcool aussi. C'est pas le bon verre, je sais, c'est un Tullamore-Dew, mais voilà, j'en avais pas trop de dispo. Là, c'est super gras, ça tient, je sais pas si on le voit, ça tient vraiment longtemps sur les parois du verre, malgré parce que je pense que la filtration était très légère. Et donc du coup les congénères, les corps gras sont gardés, alors que dans un whisky ultra commercial classique, on va tout vous massacrer avec ça. La substance, le corps gras qui fait le goût. Voilà, alors au nez c'est Kilchoman typique, mais ça pourrait être Kaolila. La Frog un tout petit peu parce qu'il y a un côté médicinal, mais beaucoup plus modéré que chez la Frog. Bon, plus modéré on va dire. La Gaveline, non. Beaumort, non. Broclady, non. Voilà. Donc on est plutôt du côté légèrement cendré. Alors cigarette, c'est pas très vendeur, mais fumée cendrée.
Par contre, on a ce côté ultra séduisant déjà au nez, qu'on aura encore plus en bouche, que moi j'adore chez Whisky Daily, c'est-à-dire ce côté à la fois marin, mais pas trop prononcé, et surtout le caractère anis étoilé de la tourbe. L'anis étoilé et cette espèce de pâte d'amande allégée en sucre. Ce mix des deux, pour moi, c'est monstrueux. C'est ce que j'adore chez les vieux Port Hélène, Kaolila et dans beaucoup de distilleries, mais une version de négoce aussi, notamment Kaolila et Beaumort. Il y a des choses... Donc j'adore le développement. Que vous achetez une bouteille, peut-être les premiers centilitres ne seront pas aussi spectaculaires, mais dès que vous arrivez là, ça commence à être vraiment du costaud. Et pour moi, c'est un gros coup de cœur. C'est pas mon whisky de l'année, mais c'est mon whisky de l'année abordable. Allez, santé. Slàinte, à votre bonne santé, comment dire en gaélique écossais. C'est d'une douceur, d'une beauté, d'un équilibre floral, fruité, marin, tourbé, ultra équilibré. C'est aussi équilibré, mais un peu moins marqué par le sherry que les premières versions de Saneg que j'ai. Alors, je n'ai pas goûté les versions récentes, parce que les versions récentes, attention, c'est 70% sherry, 30% bourbon. Tout le monde n'est pas amateur. D'après ce que j'ai entendu, il y a des gens qui adorent, d'autres qui détestent. Mais la première version, qui était une version que pour la France et l'Allemagne, j'en reparlerai un jour, c'est une version à 50% sherry, 50% bourbon. Je ne comprends pas pourquoi ils ont modifié la recette, parce que c'était extraordinaire. C'était mon Kilchoman préféré. Là, celui-ci, pour le prix, c'est mon Kilchoman préféré, en dehors des éditions super spéciales, super chères, brut de fût, etc. Et encore pas toutes. Franchement, je le préfère au Machir Bay de loin. Mais c'est vrai, j'ai pas goûté de l'eau récent. Moi, j'ai un vieux lot. J'en ai goûté un autre qui était assez vieux aussi. Il semble que ce soit amélioré, et surtout que le contenu devienne, comme Anthony Wills l'a confirmé, de plus en plus âgé. En tout cas, plus que 3-4 ans comme j'avais au départ, mais plutôt 7-8 ans. Bien qu'ils ne peuvent pas trop le déclarer pour des raisons de... Voilà. Le Lorgorm est très beau, mais pareil, je n'ai pas un batch récent, donc voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Je vais l'ouvrir et on va passer au dernier whisky avant qu'on fasse 1 heure dessus, et ça va être le cas, j'en ai peur. Mais il faut du temps pour le whisky. Le whisky, c'est le partage. Et le whisky, c'est prendre le temps. C'est le seul spiritueux pour moi qui, entre guillemets, bon, qui concourt à ralentir le temps. Quand on est avec quelqu'un de sympa, avec un bon verre comme ça, on prend le temps et on partage. Bon, alors avec quelques gouttes d'eau, c'est au secours, quoi. Franchement, c'est un des plus beaux. Alors, je ne sais plus combien je lui ai donné. Parce que là, 97,5, oui, on pourrait pousser encore un peu plus. Ouais, environ 90,5 sur 100. Pour 38 à 44 euros, je pense que ça va. Juste sublime. Je suis très curieux de ce que va donner le Cornog derrière. Donc alors, pour ceux qui ne savent pas, Glenarmor Distillery, ça s'appelait avant, appartenant à la Celtic Whisky Company. Les époux Donnet sont partis, et en 2020, même si Jean Donnet participe toujours à conseiller, j'ai rencontré le nouveau maître de chai à El Guégan qui est très bien. Voilà, bon, ils sont toujours sur une idée de conseil, en tout cas pour la transition, mais c'est la maison Villevert, qui est une grosse maison de propriétaire de spiritueux qui a repris, et qui a changé légèrement le conditionnement extérieur, aussi la forme de la bouteille, et bon, bref, on en reparlera. J'en achèterai bien un jour, mais comme j'ai 7 ou 8 bouteilles de chez eux, bon, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Glenarmor Distillery, maintenant ça s'appelle Celtic Whisky Distillery, avec toujours les marques Glenarmor non tourbé et Cornog tourbé. Voilà. Ils ont aussi une nouvelle référence de blend, mais on y reviendra parce que j'en ferai peut-être l'acquisition.
Alors là, vous avez le Rock Ear qui existe toujours, mais qui n'a plus son nom de Rock Ear. Donc je vais encore une fois le tourner comme ça, parce que ce n'est pas cette version que je chronique aujourd'hui. Mais c'est plutôt cette version. Il ne me reste plus grand chose, je m'en excuse, parce que comme j'ai envisagé l'achat pendant un temps, et je suis toujours entre deux eaux, mais j'ai donné la priorité à d'autres distilleries dont les bouteilles étaient moins chères. Désolé. Mais c'est superbe. J'ai quasiment épuisé l'échantillon, parce que j'étais très hésitant. Et là, on est sur le Gornog Sun Ivy. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Novembre 2022, mise en bouteille novembre 2022. C'est un single cask. On a eu l'occasion de le goûter au Whisky Live Paris en avant-première. Enfin, j'ai eu. Puis tous les visiteurs qui voulaient. Là, on est sur un fût de Bourbon. Et on est sur 58,8% d'alcool. Et on est sur la tourbée entre 40 et 50 ppm, je crois. Donc ça rigole pas, si j'ose dire. Au niveau viscosité, on y est pas mal. C'est hors clair, mais on s'en fout dans les whiskies non filtrés à froid, non colorés comme celui-ci, même s'il n'a que quelques années. Je ne sais pas quel âge il a, 6 ans peut-être. Oui, 6 ans, c'est ça. Donc je sais. Donc superbe, ce côté très difficile à définir. Peut-être que l'orge là aussi est un peu, je pense, lié à la version précédente. Un côté très spécial au niveau de l'orge maltais, du goût de l'orge maltais, qui est, même à l'odeur, ça se sent, qui est très particulière. On est vraiment dans le naturel. Il y a cette fumée de tourbe super intégrée, légèrement fermière. On est presque chez Port Charlotte. Alors je vais le goûter pur et je vais le diluer. C'est superbe, mais c'est différent du Kilchoman par exemple et des autres Cornog que j'ai achetés. Ce qui me dérange un petit peu, je pense que c'est pour ça que j'ai pas fait l'achat, c'est cette note très puissante poivrée et ce milieu de bouche et fin de bouche très sec et un certain manque de complexité, honnêtement, surtout derrière le Kilchoman. Je suis désolé, mais donc c'est très beau, c'est super. Franchement, je ne vais pas vous donner l'impression que j'aime pas. Mais il y a un petit truc qui fait que, comme en plus j'ai acheté le High Coast 8 ans brut de fût, c'est pas exactement le même profil. Ça ferait quand même un genre de double emploi, malgré tout. Donc je ne sais pas. Pour ceux qui sont fans de la distillerie et qui n'ont jamais eu de Sun Ivy comme moi, c'est mon premier. Je ne peux pas comparer, je peux comparer qu'au brut de fût Cornog que j'ai parmi les premiers qui ont été faits. Si vous êtes fan de la distillerie, vous allez aimer. De la partie Cornog, je veux dire, tourbée, vous allez aimer. Si vous êtes un peu plus exigeant dans le sens choisir un peu ce que vous achetez ces derniers temps, peut-être c'est pas indispensable non plus et que la version sans compte d'âge Rock Ear, qui est un peu moins spectaculaire, peut-être ce sera très bien aussi. Kiermat. Avec un peu d'eau, c'est très joli, c'est beaucoup plus accessible, mais ça manque de complexité, de longueur. Donc ouais, non, je vais pas l'acheter. C'est très joli, c'est très bien, mais je sais pas, il y a une petite frustration avec ça. Mais voilà. Bon, en tout cas, mais quand même compliment pour avoir pris la succession des époux donnés, c'est pas évident. Aël Guégan. Aël Guégan, je crois, je sais plus. Oui, c'est Aël, c'est pas Yael. Pardon. Voilà, bon, c'est tout parce que c'est super long. Je pensais pas faire des vidéos comme ça, les deux, et puis multiplier les sujets. Un joli final quand même, en arrière. Petit retour très très discret, trop discret. De ce côté, vous voyez, c'est parce que c'est plus sec en fait comme tourbe. Mais il y a un côté pas très loin du Kilchoman, mais moins joli, moins complexe. Mais voilà, mes impressions. Bonne fin d'année à vous. Je vous souhaiterais mes vœux avec un verre de je ne sais pas quoi encore.
en français et en anglais, ou séparément, ou ensemble, on verra. Une prochaine vidéo. Portez-vous bien et prêtez attention aux autres, et à très bientôt. Au revoir.